Bonjour à tous, bienvenue sur l'espace conférence du Paris Coffee Show 2022. Je m'appelle Sébastien Racineux et je vais animer une table ronde avec 4 intervenants. Donc nous avons, sachez déjà que cette table ronde est retransmise sur les réseaux sociaux, en live sur Facebook et YouTube. Donc parmi nos 4 intervenants, nous avons déjà Alice Juguet, de coutume, donc consommatrice de café depuis l'enfance. Elle a commencé à travailler dans l'industrie du café de spécialité en 2014. Chez un importateur de café vert en Espagne. Souhaitant mieux comprendre les enjeux concrets de cette filière, Alice a décidé d'aller à la rencontre des femmes et hommes durant 1 an. Elle a alors créé et alimenté un blog Coffee Behind the Scene pour relater les rencontres et analyses faites au long de ce voyage. De retour en France en 2019, Alice a intégré l'équipe de Coutume où elle assure entre autres le sourcing du café vert et les relations avec les acteurs en amont de la chaîne de valeur. Bienvenue Alice, merci de venir. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Joris Bedeau, détesteur. Donc, après des études de philosophie et de sociologie, Joris s'est tourné vers la présentation d'adresses et de produits artisanaux, en parallèle avec une activité dans le culturel. Blogueur et chroniqueur food depuis 2010, orienté vers les nouvelles tendances culinaires, de la street food au café, en passant par le chocolat et la boulangerie. Bienvenue Joris. Merci à toi, bienvenue. Ensuite, nous avons Emmanuel Buschiazo de La Claque, donc reconverti dans le monde du café également. En 2012, après une carrière débutée en recherche, biologie de l'évolution, génomique, protection d'espèces en danger. Il a travaillé comme barista dans différents établissements parisiens spécialisés. En février 2014, Emmanuel fonde le Réseau des baristas de France, qui était la première association de baristas en Europe. Il a aussi été l'instigateur de la journée scientifique du café et cofondateur en 2015 de La Claque Café avec Sandra Boucanog. Donc vous faites du café nomade, une école café et aussi de la vente de marchandises, de merchandising sur Internet. Bienvenue Emmanuel. Merci à toi. Et enfin nous avons Stéphane Cateldi, reconverti également dans le monde du café en 2008 après une carrière dans l'informatique. Élu meilleur torréfacteur de France en 2010, probablement le plus expérimenté des torréfacteurs de spécialité français, cofondateur d'Hexagone Café en 2015, premier torréfacteur à faire importer et utiliser un Loring en France, qui est un torréfacteur américain. Stéphane est un précurseur. Bienvenue Stéphane. Merci. Donc merci à tous d'assister à cette table ronde. Donc le but de cette table ronde, ça va être de savoir comment consommer un bon café pour la planète. Alors, lorsqu'on prépare un café, c'est un geste parfois anodin. On se lève le matin, on va aller travailler et on se prépare un café. Ça prend quelques minutes. Mais en amont de ce geste qui paraît anodin, il y a tout un process qui est très long, qui est très compliqué. Et nous allons essayer de remonter ce process qui est un petit peu long pour savoir comment faire pour déguster un bon café. Ça, c'est la première chose. Mais savoir aussi qu'est-ce qui va avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. Donc, on va interroger nos intervenants sur tout ce long process. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on parte de la tasse et qu'on remonte jusqu'au grain. Habituellement, on va toujours du grain à la tasse. Moi, je préfère aller de l'autre côté. Pourquoi ? Parce que c'est souvent la démarche qu'ont les amateurs de café. Ils s'intéressent d'abord à la préparation du café. Et plus on s'intéresse au café, plus on remonte la chaîne jusqu'à la culture. Donc voilà, c'est ce que l'on avait fait dans Le Café C'est pas sorcier. Hashtag placement de produit, le bouquin que j'ai coécrit avec Chung Leng Tran. Donc voilà, je souhaite qu'on suive cette trame si vous êtes d'accord. Donc, pour être le plus vertueux possible, on va se poser les bonnes questions. Donc la première chose, c'est comment préparer un café à la maison. Alors le café, c'est un produit qui est compliqué parce que la dernière étape incombe au particulier, contrairement à un vin, on va juste le servir. Là, le café, il faut le préparer. Et cette étape, elle n'est pas si simple que ça. Et il y a une multitude de méthodes qui existent. Et j'aimerais vous interroger déjà pour savoir, selon vous, quelle est la méthode la plus adaptée à la maison. Donc, on va commencer par Joris, qui représente un petit peu les particuliers consommateurs passionnés. Donc, Joris, d'après vous ? Alors, en effet, moi j'ai commencé le café n'étant pas dans le milieu. Donc, c'est ça qui est intéressant. La chance du café, c'est d'avoir, pour moi, le filtre. C'est-à-dire la possibilité de préparer des cafés avec un matériel qui est peu onéreux, finalement, assez pratique,
avec des recettes qu'on peut trouver partout. Il y a des torréfacteurs qui sont vraiment là pour expliquer les recettes. Le café filtre, les premiers sets que j'ai achetés, j'ai dû dépenser 30 euros. Un petit moulin à Ario, j'ai dû dépenser 40 euros à peine. Donc, pour moins de 100 euros, on peut s'équiper. Quand on connaît le prix des Marzocco et tout ça, il y a une énorme différence. Ce qui rend accessible le bon café, c'est-à-dire le café frais, déjà, de torréfacteur, à la maison. Je trouve que ça, c'est une chance inouïe. Moi, j'ai commencé comme ça, par le filtre. J'ai ensuite compris que le matériel pouvait se changer, qu'il y avait d'autres méthodes. Ça devient un terrain de jeu. Donc, encore une fois, on a l'occasion de s'amuser en testant de nouvelles recettes, de nouveaux procédés. Il faut avoir, après, effectivement, une bouilloire à degrés, et d'autres, des moulins peut-être un peu plus fins, un peu plus chers. Donc, on peut augmenter comme ça la qualité et c'est un tout petit peu plus onéreux. Mais ça reste très accessible. Et on peut parler avec des torréfacteurs ou d'autres buveurs de ces recettes, les partager avec d'autres personnes. Parce qu'en plus de ça, ces cafés, c'est pas que pour soi qu'on les fait. Même quand on commence, même le premier qu'on peut faire, on peut le préparer pour 4, 5, 6 personnes. Et ça, c'est vraiment, je pense, le premier pas qu'on a de l'extérieur, qui est très intéressant. Et j'ai trouvé dès le début, contrairement aux clichés qu'on peut avoir du coffee shop hautain, du barista, j'ai trouvé dès le début des réponses positives de la part des coffee shops et des baristas qui étaient enjoués d'expliquer, nous aider à préparer les grains qu'on a par rapport au matériel qu'on a chez soi. Très bien. Donc 2 points intéressants que Joris soulève. La première chose, effectivement, c'est que l'espresso a été inventé par les pros, pour les pros. Après, dans les années 80, on a inventé une petite pompe à vibration qui était très compacte en Italie et on a pu intégrer des machines semi-automatiques chez le particulier. Et c'est vrai qu'il y a eu une explosion, il y a eu un boom de la machine espresso jusque dans les années 2010. Et le café filtre a fait un retour dans les années 2010, effectivement. Donc Alice, je vous pose la même question. Selon vous, quelle est la meilleure méthode, la plus adaptée? Même s'il n'y a pas de meilleure méthode, hein, chacun a sa méthode, mais là, on partage des expériences et le but, c'est d'échanger. Alors, moi, je crois que ce qui est intéressant quand on rentre dans le café de spécialité, c'est le petit bouleversement que ça génère dans notre quotidien. Moi, à titre personnel, je disais que dans la présentation, tu disais, voilà, j'ai commencé le café assez jeune, petite, le café au lait. Et ben, j'avais ma petite cafetière espresso à la maison et je voyais mes parents qui utilisaient ça. En fait, donc moi, j'ai commencé, comme beaucoup, par de l'espresso, bonne culture latine, voilà. Et en fait, effectivement, le bouleversement du café de spécialité, c'est de se rendre compte que pour faire un bon espresso, faut être quand même vachement bien équipé. Il faut quand même vachement bien savoir utiliser sa machine parce que sinon, le café, il sort pas terrible. Et de là, on revient un petit peu en arrière et tout en ayant un grand respect pour la culture du café, enfin, c'est-à-dire pour la petite Madeleine de Proust que ça génère en chacun de nous de boire une tasse de café, tout en ayant ce grand respect pour ça, on fait un petit pas en arrière et puis on analyse un petit peu les possibilités. Et là, je reviendrai exactement à la même conclusion que Joris, à savoir que le café filtre, c'est quand même à un moindre coût, ce qui permet de révéler les meilleurs cafés. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on minimise le coût au niveau de l'équipement. C'est-à-dire que même avec une French press, le plus facile, franchement, on ne peut pas trop se louper. Après, il y a des techniques pour faire encore mieux. Mais voilà, avec un minimum d'équipement, un petit moulin manuel ou même un petit moulin électrique si on a un petit budget, voilà, on peut faire quelque chose de très agréable en bouche et du coup, on peut investir un petit peu plus dans le produit lui-même. Et là, je trouve que c'est intéressant d'aller explorer et de voir que si on fait un équivalent à 40 € le kilo comme certaines marques de capsules que je ne nommerai pas, c'est intéressant de voir qu'avec 40 € le kilo, on peut avoir un super bon café chez son torréfacteur. Très bien, donc c'est très intéressant. Alice soulève un point, la transition est toute trouvée avec Emmanuel. Elle a parlé de la complexité de préparer un café espresso à la maison. Et du coup, Emmanuel étant formateur ayant une école café, je rebondis là-dessus. Et je vous pose la question, qu'en pensez-vous ? Il y a une complexité qui existe pour l'espresso et donc c'est vrai que c'est une machine qu'il ne faut pas mettre forcément dans toutes les mains. Il faut avoir l'envie et il faut mettre en place en fait le matériel pour bien faire les choses en fait. Et c'est un investissement, donc autant respecter cet investissement et bien utiliser son matériel. Maintenant après en fait il y a la machine à espresso, mais effectivement comme l'a dit Joris aussi, il y a tout le panel de méthodes douces. Alors si on veut revenir à la question qu'est-ce qui est bon pour la planète aussi, il ne faut pas faire comme moi parce que je fais partie des collectionneurs, donc comme j'essaye
je veux essayer toutes les méthodes, donc en fait, je les ai toutes à la maison. Donc là, je suis un super consommateur de méthodes. Mais ceci dit, en fait, quelle est peut-être celle qui nécessite le moins, on va dire, de formation même. On va vraiment simplifier les choses. C'est le cold brew, parce que tu parlais de l'espresso à la maison. Ah, on a eu la possibilité d'avoir une machine espresso. En plus, derrière, on a eu un peu ce boom des méthodes douces. Et puis finalement, depuis quelques années, on voit que ce soit dans les coffee shops, mais aussi à la maison, le cold brew, donc l'extraction à froid, on a juste besoin de mettre de la mouture de café dans de l'eau, tout simplement. Et donc on n'a même pas besoin de bouilloire au final, et on fait de très bonnes boissons à partir du cold brew, sans vraiment dépenser quoi que ce soit, en fait. Très bien, merci beaucoup. Eh ben, je pose la question à notre dernier intervenant, qui est torréfacteur. Donc, est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés? On voudrait savoir comment vous êtes équipés et qu'est-ce que vous pensez des différentes méthodes. Alors moi, je pense que je suis comme mes camarades, je suis un assez mauvais exemple parce que j'ai un peu tout ce qui peut se faire. Après, moi, j'ai l'excuse que j'ai besoin de devoir tester mes cafés pour m'assurer qu'ils passent bien partout. En effet, moi aussi, je voudrais revenir sur la parole de bon pour la planète. Il faut voir que le café a un impact qui est non négligeable au niveau de l'environnement. Et donc, ce serait bien qu'une fois arrivé à la dernière étape, on limite au maximum l'impact. Donc, par exemple, pour préparer un café, on a besoin d'un café et de l'eau. Donc, quand on commence à en ajouter des choses là-dessus, en fait, ça devient un petit peu... on peut s'en dispenser, par exemple, les capsules. Ça facilite certaines choses, mais ça rajoute des déchets qui sont inutiles. Ça rajoute en amont des process de fabrication qui sont inutiles. Et donc ça, moi, je pense qu'il faut le limiter. Et en effet, pour après limiter l'impact, moi, je suis tout à fait d'accord avec la méthode la plus simple, la French Press. On n'a pas besoin de rajouter un filtre à papier, c'est vraiment très simple. Et je dirais même qu'aujourd'hui, et ça c'est quelque chose sur lequel moi je suis revenu, avant sur l'espresso, que moi il y a une méthode qui est une méthode que j'adore, l'espresso pour moi, il fallait qu'on ait la super machine pour sortir au pouillem près le café comme il faut, mais sauf que ça c'est des machines qu'il faut chauffer 20 minutes avant, qui dévorent une consommation électrique incroyable. Alors qu'aujourd'hui, les dernières versions de machines tout automatiques, franchement, on met un peu de café dedans, la consommation électrique est limitée, ça fait un café qui est tout à fait raisonnable quand on met du bon café dedans. Et je pense que pour quelqu'un qui veut démarrer en espresso, c'est l'étape aujourd'hui la plus pratique. D'accord, et qui a le moins d'impact selon vous en espresso en fait. D'accord, très bien. Donc là, c'était vraiment sur la partie préparation, qui est la dernière étape. Et effectivement, le but étant de limiter, c'était la question qu'on se posait. Donc maintenant, une fois qu'on a la bonne méthode, je voudrais poser la question, il faut trouver le bon café. Et là, c'est peut-être pas l'étape la plus facile pour le consommateur lambda, parce qu'il y a pléthore de torréfacteurs, d'informations. Je pense que c'était plus simple il y a 10-15 ans. Maintenant, il y a un flot d'informations qui est énorme. Et maintenant, je vais vous lancer sur cette étape. Comment trouver un bon café à l'heure actuelle pour faire du filtre, par exemple, ou un espresso? Donc, je reviens sur Joris. Je vais direct mettre les pieds dans le plat et donner mon idée. Je pense que cette question de durabilité, c'est le nouveau piège des micro-torréfacteurs et des petits torréfacteurs artisanaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était très clair que le café de supermarché et le café des grands groupes n'étaient pas durables. Il y avait Nespresso, il y avait les dosettes et ainsi de suite. Et donc, on allait vers le petit torréfacteur de quartier, le local, l'artisan, et on avait des cafés qui étaient forcément durables. Et maintenant que les grands groupes se mettent à faire du café durable, et les grands groupes, c'est-à-dire 80% de la consommation de la production de café. Quand j'ai été regarder sur le site de Nestlé, donc le propriétaire de Nespresso, ils sont à 93% durables. Ils affirment être à 93% durables aujourd'hui, et ils seront à 100% durables en 2025, dans 2 ans, dans à peine 2 ans. Ils sont durables. Quelle va être la concurrence? Parce que la réponse facile, c'est de dire il suffit d'aller dans son petit torréfacteur local, il va nous conseiller, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, eux, ils s'emparent 20-30 ans après, alors que depuis la troisième vague du café, justement, le mouvement de torréfacteur, ça a été d'aller en direct, d'aller chez les producteurs, de nouer des partenariats, ce qui est le fondement du café durable, c'est-à-dire un café qui est bon pour la planète et bon pour ceux qui font le café. C'est des partenariats sur la longue durée pour améliorer le café, améliorer les conditions de vie.
Maintenant, tous les grands groupes, Starbucks a fait son café durable, eux, ils s'y mettent. Donc moi, c'est ma nouvelle, et ça c'est la question que je pose aussi à tous les intervenants aujourd'hui. Là, je trouve que c'est très challengeant, très compliqué d'avoir une réponse simple. Ah, il suffit d'aller voir son petit torréfacteur local, on sait que c'est plus durable chez lui. Donc moi, j'avance une réponse. Je pense que c'est la confiance. C'est-à-dire que les grandes marques, on a tout de suite un doute. Si Starbucks dit qu'il fait du durable, on peut franchement avoir un doute. Comment? Enfin, on sait qu'ils ne payent pas bien les prix, ils ne rémunèrent pas correctement et qu'ils filent des plans et qu'ils font de la recherche scientifique sur les plans. Mais je pense qu'il faut établir une relation de confiance. Et ça, c'est le torréfacteur qui doit le faire, son travail, de confiance pour montrer que lui, il valorise l'humain, la chaîne, sans faire de greenwashing pour aller vite, quoi, au niveau des termes. J'attends bien la réponse des autres intervenants là-dessus. Très bien. Donc déjà, pour répondre à cette question, hein, pour rebondir, qu'est-ce qu'un café durable? Parce qu'effectivement, dans le café, il y a l'emballage, il y a le café en lui-même, il y a plusieurs volets. Il y a le volet social, vous en avez parlé avec la rémunération, le développement social des producteurs, et il y a le volet environnemental. Et effectivement, à l'heure actuelle, les labels, ils englobent un petit peu tout ça. Et il y a pléthore de labels également. Et après, c'est savoir s'y retrouver dans ces labels. Donc, je rebondis. Donc, on va vous laisser répondre sur la même question. Et je voudrais aussi que vous parliez un petit peu de ces labels. Est-ce que ces labels sont dispensables? Et est-ce qu'on peut leur faire confiance? Qu'en pensez-vous? Allez, je me jette à l'eau. Vaste question, vaste sujet. Les labels, j'aime quand même bien considérer que c'est un moindre mal. Je dirais que les labels ont une certaine utilité, et notamment, pas seulement en termes de lisibilité, c'est compliqué, parce qu'on a tendance à les multiplier, et qu'au final, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Ça, je le concède complètement. Néanmoins, je pense que la première démarche, quand on se pose la question de comment choisir un café bon pour la planète, c'est la recherche d'informations. C'est pour ça qu'au final, discuter avec des gens, c'est parfois un petit peu... Enfin, c'est très souvent porteur de plus d'informations que juste de lire un petit texte écrit par un service marketing sur un paquet, premièrement. Deuxièmement, donc les labels, la démarche intéressante selon moi, c'est quand même ce qui se passe à l'origine. Je ne suis pas une spécialement grande défendresse et chez Coutume, on n'achète pas que des cafés certifiés, loin s'en faut. Néanmoins, pour certaines personnes, il est important de considérer qu'une information est vérifiée et certifiée. Et toute la démarche en termes de collecte d'informations qui peut se faire à l'origine, c'est quelque chose, c'est un process qui peut être intéressant et à ce titre, pas entièrement critiquable. Néanmoins, c'est pas suffisant. On est tous d'accord, on sait très bien qu'il y a des limites, et notamment pour le consommateur, je suis tout à fait d'accord, c'est imbuvable en termes d'information. L'avantage, quand on va vers un torréfacteur, et en plus s'il est petit, c'est qu'il a quand même tendance à connaître plus ses produits, mais même certaines informations ne sont pas faciles à lire, même pour un torréfacteur. Donc je dirais que la réponse à travers les labels, en tout cas, n'est pas suffisante. Et il faut continuer à aller chercher de l'information. Dans la mesure du possible, il faut pouvoir même aller toquer aux portes, aller à l'origine, aller voir ce qui se passe, qu'on soit consommateur ou qu'on soit torréfacteur ou qu'on soit professionnel, il faut être curieux, il faut s'interroger, il faut avoir un esprit critique aussi, à peu près sur tout. Maintenant, pour rebondir quand même sur ce que tu disais, sur le fait que les multinationales se mettent à faire du durable, moi je pense que, ok, il y a durable et durable, il faut bien sûr poser la question, mais plus on s'y met et mieux c'est. Maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. Alors moi, si Nespresso devient B Corp et si Starbucks commence à faire du café bio, et ben, au final, c'est peut-être un moindre mal quand même pour la planète. C'est sans doute pas suffisant et ça va créer des amalgames, c'est certain. Comment est-ce qu'on se démarque par rapport à ça? Donc au final, comment est-ce que nous, on reste pas aussi dans notre petite situation confortable de dire « Ah, j'ai de la traçabilité et ça suffit ». Eh ben non, nous aussi, on est challengés là-dedans et c'est bien parce qu'il faut aller plus loin. Très bien, très intéressant. Donc, label condition pas sine qua non, hein, c'est bien, c'est un bon début. Voilà. Je pose la question à Emmanuel qui fait de l'événementiel. Est-ce que vos clients vous demandent comme ça des labels, ce type de café? Est-ce que vous avez une demande là-dessus? J'imagine que c'est comme pour les torréfacteurs. En fait, il y a certains clients pour qui c'est important. Donc, on a certains clients qui nous demandent spécifiquement du café labellisé bio.
Et dans ce cas-là, en fait, nous, pour l'instant, on n'est pas torréfacteur, donc on travaille avec des partenaires torréfacteurs et donc on va leur demander spécifiquement des cafés qui sont labellisés. Voilà. Donc après, on va dans leur sens quand ils ont cette demande-là. Nous-mêmes, on n'a pas forcément des cafés qui sont labellisés. Je ne vais pas à la recherche du label en tant que professionnel. Même si tout cela est réellement important pour moi, et tu as raison de dire qu'un café durable, c'est pas seulement l'environnement, c'est aussi le social, c'est aussi l'économique. Et tu avais raison de dire qu'en fait, un bon consommateur, c'est un consommateur critique, c'est-à-dire qu'il doit aller chercher l'information. Et on parle du café, mais on parle de tout le reste, en fait. Il faut avoir une lecture quand même critique de ces labels. Et surtout, en fait, il faut aller chercher les labels qui sont indépendants. C'est-à-dire que si vous avez un label qui est créé par une entreprise, clairement, ce label-là ne sera que pour servir leurs propres intérêts. Donc, c'est vraiment un signal d'alarme à ne pas suivre du tout. Donc après, c'est ce que va rechercher le client, en fait. Qu'est-ce qui est important pour lui entre l'environnemental, le social, l'économique, voire l'ensemble. Tout dépend du cahier des charges. Parce qu'en fait, un label, qu'est-ce que c'est ? C'est un cahier des charges. Et donc si la personne qui doit être labellisée rentre dans ce cahier des charges, il peut avoir le label, et dès qu'il en sort, il est en dehors. Mais donc tout dépend de ce qu'on recherche dans ce cahier des charges. Et juste une petite chose, j'insiste vraiment là-dessus, que ce soit en formation, comme avec les clients, n'importe qui ou mes amis, malheureusement, la seule chose qui ne rentre pas en compte dans ce cahier des charges, c'est la qualité. Donc vous pouvez avoir tous les labels du monde, mais vous pouvez aussi avoir le café le plus horrible du monde dans votre tasse. Et ça, c'est aussi ce qui explique que dans le café spécialité, vous retrouvez autant de cafés qui ne sont pas labellisés, parce que finalement, en fait, on veut aussi de la qualité dans la tasse. Donc là, exactement, vous me précédez. En fait, j'allais vous poser la question, si c'est bon pour la planète, est-ce que c'est forcément bon pour nous ? C'était une de mes questions. Voilà, donc il peut y avoir un lien, bien évidemment, hein, quand on cultive bio. Il y a moins d'intrants, donc forcément, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément... On peut avoir des cafés... Je vais prendre un exemple. Le café éthiopien, pour que les personnes comprennent, c'est très compliqué d'avoir des labels pour un café éthiopien, parce que ça coûte très cher, et pourtant, la majorité des cafés éthiopiens sont cultivés de manière biologique, et ils sont dépourvus de labels. Donc voilà, on peut avoir des cafés non labellisés de très haute qualité. Et ça rejoint ce que disait Alice, en se renseignant, voilà, on sait que la majorité des cafés éthiopiens rentre dans ce cahier des charges sans faire d'audit pour avoir validé ce cahier des charges et avoir le label, quoi. Donc je pose la même question à notre torréfacteur qui doit sourcer les cafés et ensuite les transformer. Alors justement, au niveau des labels, par exemple, si on prend, c'est un bon exemple, le café bio. En fait, moi, j'ai jamais, alors que pourtant je consomme bio, mais au niveau de café, moi, la seule chose qui m'intéresse quand je goûte une table, une dégustation, donc imaginez que vous avez 15 ou 30 tasses alignées sur la table, vous goûtez, et vous essayez de déterminer quel est le meilleur café. En fait, tout ça se fait à l'aveugle, et vous ne savez pas quel café est bio, quel café a tel autre label. La seule chose qui compte, c'est le goût, c'est l'aromatique, c'est la qualité de la tasse. Et il arrive très souvent qu'une tasse non bio soit meilleure qu'une tasse labellisée. Parce qu'en fait, la qualité intrinsèque d'un café n'est pas forcément... Ça aide que ce soit bio, mais c'est pas ça qui va faire le tout. S'il y a des problèmes de process derrière, le café sera de moins bonne qualité qu'un café non bio, mais qui a été processé correctement. Je voulais juste revenir sur une petite chose que tu as dit, dont on a parlé tout à l'heure, qui est la durabilité annoncée par quelques grands groupes. Moi, j'aimerais comprendre ce qu'on met dans durabilité. Quand on fait des centaines et des centaines de tonnes, on a besoin de centaines de tonnes de café par an. Alors, j'ai du mal. C'est comme en France, quand on a une grande entreprise qui a besoin de milliers de litres de lait, en quoi elle va pouvoir faire quelque chose de durable quand on compare ça au petit producteur qui a ses 5 vaches qu'il laiterait presque à la main et qui fabrique ses petits fromages, quoi. Il faut bien avoir ça en tête. Quand un grand groupe annonce on va faire de la durabilité, quand on est à 93% de durabilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on fait pour faire un café durable quand en fait c'est des centaines de tonnes qu'il faut faire, donc des milliers d'hectares à cultiver, qu'on a des process très spécifiques à respecter pour que ça coûte le moins cher possible ? Ça me semble... Et qu'à la fin, en plus, on mette ça dans des dosettes aluminium. Moi, je comprends pas ce qu'ils mettent là-dedans. Très bien. Là, je peux réagir. Les grandes marques choisissent les critères en fonction de ce qui les arrange. On s'en doute bien. Mais le pire, c'est que justement, ils ont des labels. Certains ont Rainforest, ainsi de suite.
Donc on se dit comment ils ont réussi à passer le crible. Parce qu'ils prennent les critères, ils essayent d'y répondre à leur manière, mais ils ne s'intéressent pas vraiment à ce que ce soit humain et bien fait. Ce qui les intéresse, c'est juste répondre factuellement à des critères. Donc ils injectent de l'argent en gros. Ils injectent de l'argent, ils donnent des plans. Pour Nestlé, j'ai regardé, ils donnent 300 000 plans et leur disent allez, on a planté 300 000 plans. Ah, ça y est. Donc on participe à la survie des exploitations. Et il y a quelques effets. Alors, c'est toujours un peu complexe. Et c'est là, ça prendrait beaucoup trop de temps à expliquer, mais un exemple très simple, vous prenez comme ça un label qui arrive et il prend quelques petits producteurs qui sont, on va dire, sur le même versant de montagne, il les regroupe et il en fait un groupement de producteurs et en fait il va mélanger tous les cafés. Et s'il y en avait un qui travaillait mieux qu'un autre, qui était mieux exposé, qui faisait mieux son process, en fait il va être mélangé aux autres et au final, ce qui en sort, la qualité va être amoindrie. Donc vous voyez, au départ d'une idée qui est plutôt bonne, en fait, en termes de qualité et finalement de ce que vous allez avoir dans la tasse, vous allez payer plus cher parce qu'il vous assure un label, parce que et finalement, en fait, ce sera moins bon que s'il n'y avait pas eu de label et qu'on était allé chercher le bon café chez le bon producteur. Et en plus, eux, ce qu'ils veulent, c'est du volume, parce qu'ils ont besoin d'avoir de volume. Donc ils ne vont pas aller chercher la qualité, ils vont juste dire nous il nous faut tant de quintaux. Donc en plus c'est des gens qui vont en plus ramener avec eux des systèmes d'intrants à mettre en place pour augmenter la productivité. C'est des systèmes qui peuvent être assez pervers et qui le sont souvent. D'accord. Alice, vous voulez réagir ? Oui, parce que là j'ai un peu peur qu'on fasse des amalgames entre café de spécialité, café bio. Le café de spécialité ne peut pas être bio ou le café bio ne peut pas être bon. C'est pas vrai non plus. C'est juste aussi... je dirais, des problématiques qui apparaissent à des êtres humains au fur et à mesure de leur évolution aussi en tant que producteurs. À savoir, le café de spécialité, c'est quelque chose qui maintenant existe depuis une trentaine d'années. Et effectivement, le premier focus qu'il y a eu, c'était sur l'évolution de la qualité et l'évolution de l'aspect traçable. Ensuite, on est passé à une seconde phase où on arrive à l'aspect transparence. Le prix au producteur, qu'est-ce qui lui revient, etc. Et là, on est encore dans une... Ça ne veut pas dire que tout ça n'existait pas avant, mais ça veut dire qu'on en prend plus conscience maintenant de la nécessité de la durabilité d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social, d'un point de vue humain. Ok. Il y a maintenant énormément de producteurs qui ont toujours cru dans le fait qu'il fallait être soutenable, que ce soit au niveau humain ou au niveau environnemental, et qui ont fait du café de spécialité qui ont développé ça depuis 10 ou 15 ans. Il n'y en a peut-être pas énormément, mais il y en a. Maintenant, il faut aussi faire notre mea culpa dans le café de spécialité. C'est quand même important de dire qu'il y a encore trop de producteurs qui pensent que s'ils n'utilisent pas d'intrants chimiques ou que s'ils n'utilisent pas de pesticides ou pas de fongicides, ils n'arriveront pas à obtenir le volume de café et la qualité de café. Or, il y a quand même beaucoup d'études actuelles en recherche agronomique, si vous parlez avec le CIRAD, si vous parlez avec des producteurs qui ont concrètement agi sur le terrain, qui vous disent que c'est faux. Que peut-être il va y avoir une temporalité d'adaptation, mais qu'il est tout à fait possible d'avoir un café de très bonne qualité, bien sélectionné. Mais par contre, là, on en arrive à une problématique dont on avait déjà discuté, c'est à quel prix ? Très bien. Donc là, effectivement, on parlera tout à l'heure de la culture. On pourra peut-être donner des exemples comme FAF au Brésil. Ce sera la 5e partie. Donc là, on a parlé de la préparation. On a parlé maintenant de l'achat du café. Maintenant, on va remonter encore la chaîne et on va passer à la torréfaction. Parce que le café, quand il vient dans les pays consommateurs, il vient en café vert et il faut transformer ce café vert en café torréfié. Donc là, je vais passer de l'autre côté et je vais poser la question à Stéphane, déjà d'expliquer rapidement, vraiment en 2-3 phrases, en quoi consiste la torréfaction. Alors, je ne sais pas si à un moment, avec le Covid, on s'est tous mis à faire du pain. Et quand vous faites du pain, la croûte marron que vous avez au-dessus, c'est process de Maillard. En fait, quand vous chauffez quelque chose qui contient des protéines, il va casser les protéines, créer des acides aminés. Ces acides aminés vont se recombiner avec des sucres et faire à terme des molécules aromatiques. Et ce process-là va faire que votre grain, au départ, il est vert. Et au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus marron. Et à terme, faire aussi une caramélisation et donc tirer vers de plus en plus le noir. Et ça, c'est le principe de torréfaction. Et quand on fait ça, on produit beaucoup de CO2.
Parce que c'est comme quand vous êtes obligé d'avoir une flamme qui chauffe, ou alors vous faites à l'électrique. Mais l'électrique, c'est compliqué pour les grands volumes parce que ça demande énormément d'électricité. Et puis c'est un petit peu moins bien gérable que le gaz. Et donc vous produisez du CO2 en brûlant votre gaz. Vous produisez beaucoup de molécules qui vont dans l'atmosphère en torréfiant. Et tout ça, malheureusement, c'est une étape qu'on ne peut pas éliminer et qui pollue. Et il n'y a pas d'autre solution. Alors, il y a quand même des choses qui sont faites. Par exemple, on parlait du lowering tout à l'heure. C'est une machine qui incorpore un système qui va rebrûler en fait les fumées. Et donc, ce qui ressort, c'est que de l'air chaud. Donc, c'est une première étape. Et qui, en plus, comme tout est intégré, elle demande moins d'énergie pour faire tout ce cycle par rapport à une machine auquel on aurait ajouté un système qui rebrûlerait les choses. Mais c'est quand même pas l'idéal et de toute façon on n'a pas le choix. Si on veut continuer à boire du café, il faut passer par cette étape et on ne peut pas faire autrement. D'accord, très bien. Joris, quand vous choisissez un bon café, vous allez voir, je sais pas, dans des coffee shops, des torréfactions. Est-ce que vous vous intéressez à cette partie? Par quoi? Quelle est la machine qui torréfie ce grain? Ou pas du tout? Oui, moi oui, beaucoup. Je pose beaucoup cette question, mais elle n'est pas sur les paquets. Hein, c'est vraiment une information qu'on n'a pas. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça joue beaucoup le lowering sur la durée du goût dans le paquet. C'est-à-dire que d'habituellement, on considérait qu'à partir de 3 jours jusqu'à 7 jours, on pouvait laisser le café dégazer avant de le boire. Avec un lowering, ça change. Et de même que sur un torréfacteur classique, on disait qu'à partir de 3 semaines, on ne pouvait plus le boire. Avec un lowering, on peut parfois aller jusqu'à 2, voire 3 mois. Et le café est toujours bon dans le sachet. Donc ça change beaucoup la conservation. Donc moi, je pose surtout la question pour connaître, on pourrait dire, le point aromatique, à quel moment je dois boire le café. Il y a beaucoup d'informations qui vont contre la facilité dans le café au départ. Et beaucoup de choses à l'altitude, le sourceur, le torréfacteur. Et maintenant, même donc, le matériel joue. Ça a l'air compliqué. Moi, je veux toujours continuer à dire que c'est un terrain de jeu parce qu'en fait, le café, c'est quelque chose où on se trompe, on fait des recettes, ça nous plaît, ça nous plaît pas. C'est pas grave, c'est pas fondamental, mais c'est une notion qui est importante. Celle-là n'y est pas. De même que j'ai regardé sur les paquets, il y a assez peu de notions de durabilité sur les petits torréfacteurs. On en reste sur la précision, effectivement. Donc, le pays, la ferme, l'altitude. La date de torréfaction, c'est quand même le café, la spécialité, c'est un café frais. Mais celle-ci n'y figure pas, et peut-être que d'autres devraient y figurer, parce qu'on parle de l'étiquette. Moi, j'attendrai, je pense que j'attends, pardon, si on parle de durabilité, d'autres critères, pas des labels, mais d'autres critères d'engagement. D'autres informations. Voilà. Sur les sites, j'ai regardé, on en a plein. Coutume, Terre de Café, ils s'engagent tous. Mais tout le monde s'engage. Je l'ai dit, Nestlé s'engage, L'Or, Noir, tout le monde s'engage sur la durabilité. Mais sur les paquets, on ne sait pas vraiment comment on travaille. Certains producteurs de café, en gros, pour aller vite, ceux qui veulent faire des cafés de compétition, des producteurs de café qui veulent des cafés de compétition, ils peuvent s'affranchir de certaines règles de durabilité parce qu'ils veulent avoir les meilleurs scores. Mais quand on est consommateur lambda, on ne cherche pas forcément un café de compétition, on cherche peut-être un café durable, bon, de qualité. Et là, sur le paquet, c'est difficile de le savoir. Mais bon, il faut aller l'acheter, se déplacer, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de torréfacteurs vendent sur Internet, par site, mais il y a aussi des micro-torréfacteurs qui n'ont même pas de boutique. Donc là, on achète sur Internet, donc on achète sur ce qui est écrit sur le site et sur la photo du paquet. Donc on ne peut pas discuter vraiment pour avoir des informations sur comment c'est fait. Puisque je reviens sur le paquet, je voulais vous poser la question du matériau. Y a-t-il des matériaux qui sont plus recyclables? Quel est l'emballage le plus vertueux qui existe selon vous? Alors, je ne sais plus en quoi est fait. Justement, nous, on s'est posé beaucoup cette question-là chez Coutume. Je ne sais pas si vous avez vu, mais justement, on a fait tout un rebranding et on a complètement changé le paquet par rapport à ce qu'il y avait avant, où maintenant, il n'y a plus du tout d'aluminium dedans pour que ce soit le plus recyclable possible. Donc, ça nous a été quand même proposé comme étant à 100% recyclable. Je dois admettre, mais elle coule pas, que je n'ai pas vérifié quel était le matériau exact. Information que je peux encore avoir là auprès de Maud.
Mais voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une problématique réelle. Et au-delà même du packaging, parce que l'activité d'un torréfacteur, c'est pas seulement la vente au public, c'est aussi la vente aux professionnels, enfin au public, au consommateur final, mais aux professionnels. Et se pose la question de quel conditionnement on va utiliser aussi pour ces professionnels, parce qu'on sait très bien qu'en fait, la durée de vie d'un paquet de 250 grammes, 1 kg ou 2 kg, elle est très courte. Donc ça fait quand même beaucoup de déchets. Donc la question se pose du vrac. La question se pose partout. Donc après, la question se pose de comment transmettre l'information via le vrac. Il y a toujours ces fameux QR codes qu'on voit partout. Bon, après, c'est quand même de la pollution numérique, hein, donc il faut aussi se poser la question. Enfin, on se pose beaucoup de questions à l'heure actuelle sur tout ce qui peut polluer. Donc il faut essayer aussi de rester le plus, encore une fois, lisible et simple possible pour que l'information soit transmise. Mais en tout cas, au niveau packaging, je pense qu'à un moment ou à un autre, en tout cas dans le rapport aux professionnels, il faut vraiment avoir un shift de l'état d'esprit de ce paquet jetable. Parce que même si c'est le moins nocif possible, parce que c'est recyclable, il faut quand même qu'il y ait une action derrière qui recycle le produit. Donc il faut essayer d'avoir des contenants plus grands et de se rendre compte qu'en fait c'est un café qui finalement aura une durée de vie, enfin dans le paquet ça va pas durer si longtemps que ça. Parce que même 3 mois, qui de nous garde son café pendant 3 mois dans le paquet, sauf de l'avoir oublié quelque part, dans les buveurs de café. Dans les buveurs de café, mais dans le grand public, oui. Il y a beaucoup de gens qui achètent 5, 6, 10 sacs. Moi, j'ai vu dans les coffee shops, ils achètent 10 sacs, ils en gardent dans la maison de campagne, ils reviennent le week-end. Nous, non. Mais les grands publics, ils gardent les sachets finalement assez longtemps. Et alors, la démarche, c'est est-ce qu'il faut en acheter moins pour l'avoir plus frais? Alors, consommer mieux, c'est consommer moins? Je crois que c'est la grande thématique. Hein, Ce qui se passe, c'est que de toute façon, le prix de toutes les matières premières actuellement, même celles qui nous permettent de torréfier le café, même celles qui nous permettent de faire le café à l'origine, de le transformer et de le mettre en sac, tout ça, ça va augmenter. On en est bien conscient actuellement, c'est la grosse problématique. On est aussi conscient qu'on est dans un système de surconsommation. Donc, si on veut consommer un café bon pour la planète, moi, je suis convaincue, oui, qu'il faut en consommer moins, mais aller chercher plus d'informations et payer un meilleur prix. D'accord. Et d'un point de vue producteur, si les consommateurs consomment moins, est-ce qu'on va réussir à absorber toute cette offre? Peut-être quelqu'un d'autre veut répondre. Moi, je peux répondre, mais... On peut produire autre chose que du café. C'est des zones de production qui sont souvent très riches, les sols qui sont très riches, donc ils pourraient produire autre chose pour des productions plus locales. Donc on est vraiment dans l'adaptation. Par exemple, en Colombie, j'ai quasiment vu, alors c'était peut-être parce que c'était cette zone de production qui était comme ça, mais même quand on mange, etc., il y a beaucoup de viande, mais les légumes, il y en a très peu. J'en ai vu très peu produits. Donc il y a peut-être aussi quelque chose. Il y a une réflexion à avoir sur bien sûr, bien sûr. Très bien. Sébastien, je pense que actuellement la filière café, elle est entre deux options. Soit le café disparaît, c'est ce que certains pensent. On estime, j'ai regardé les chiffres, ils disent qu'en 2050, il y aura la moitié des terres de café qui vont disparaître dans le monde de production. C'est énorme, alors que la demande augmente. Et il y a ceux qui voient que le café, au contraire, va se démocratiser, qu'on va retrouver dans les supermarchés, les grandes surfaces. Et la question, c'est, à terme, est-ce que le café ne va pas devenir un produit de luxe? Si tu parles du prix, qui est pour moi la question essentielle, c'est-à-dire le prix à quel on achète le café chez un producteur, qui est la question essentielle, celui qui lui donne les moyens de survivre, ainsi de suite. Est-ce que finalement, moi, c'est la question que je me pose actuellement, en tant que chroniqueur du monde du café de l'extérieur, est-ce que le café ne risque pas de devenir un produit de luxe qu'on va devoir boire non plus toute la journée comme ça en mettant une pièce dans une machine, ça tombe dans un gobelet, on en boit 10, il y en a qui en boit 15, 20 par jour parce qu'on est comme ça et qu'on a une réunion, je sais pas quoi, et qu'on est crevé avec le trou de 11 heures. Est-ce que ça va pas être un produit de dégustation ou un produit rare qu'on va devoir boire en payant plus cher le week-end, le dimanche, à 16 h en faisant goûter? C'est une des possibilités du monde du café, mais il faut peut-être se dire qu'on va peut-être boire le café différemment. Déjà, dans le café de spécialité, tous les 4 ans, on boit différemment et pas les mêmes cafés, c'est pas le même process, ainsi de suite. Est-ce qu'à terme, c'est pas un danger et qu'on va devoir revoir notre manière de boire, de consommer et de stocker le café sachant qu'il est bon de rappeler que c'est le produit alimentaire le plus échangé au monde, le café. Donc là, parler de luxe, c'est vrai qu'il y a... Oui, c'est pour ça que c'est frappant.
Mais si ça devient rare, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que c'est alors c'est le truc qui nous énerve, je pense tout le monde, de voir les articles avec le café, le produit le plus consommé. Au moment, En fait, c'est très énervant. Mais... il n'a même pas besoin de devenir rare. C'est simplement que si on regarde la logistique, quand l'essence, enfin le gasoil ou ce qu'ils utilisent, on va dire le pétrole en général explose, que les prix des conteneurs explosent, ce café, il faut bien le ramener. Donc la part du prix de cette partie-là dans le café final explose elle aussi. Et tout en ne raréfiant pas le café à l'origine, va entraîner un coût monstrueux à la fin. Donc est-ce qu'on aura moins de café? Je ne sais pas. Est-ce qu'il sera plus cher? C'est certain. C'est certain. Mais je pense qu'il n'est pas assez cher actuellement. Et de toute façon, ça, oui, tout à fait, il n'est pas assez cher. D'accord. Emmanuel, en tant que formateur, et donc vous utilisez beaucoup de café, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez des partenaires. Vous avez vu une augmentation ces derniers temps des prix du café ou pas encore? Elle se voit de manière générale. Après, en fait, moi, je travaille avec des gens qui ont des prix relativement fixes, donc ça ne m'impacte pas. Il n'y a pas eu encore d'augmentation Pas sur mes factures. Mais de toute façon, tout le monde en parle et de toute façon, ça se voit et de toute façon, c'est logique. Encore une fois, comme l'ont dit mes amis ici, en fait, le café aujourd'hui, réellement, n'est pas assez cher. Ça se sent parce que les producteurs, de toute façon, ne sont pas assez bien payés et que la chaîne, elle est compliquée, elle est complexe. Il y a plein d'acteurs et qu'il faut forcément payer. Et d'autant plus dans un monde où l'énergie va devenir de plus en plus chère, où finalement, même les engrais, en fait, parce que la crise du gaz, en fait, on a besoin du gaz pour créer des engrais. Donc, si on n'a pas de gaz, et que les gens ont besoin d'engrais, c'est un produit qui va devenir plus cher, plus rare. Alors, vous étant dans le café, vous savez que le prix n'est pas assez cher, vous en êtes conscient, mais comment l'expliquer au consommateur final, qui n'est pas forcément un consommateur amateur de café de spécialité, hein, comment l'expliquer, comment faire passer la pilule, entre guillemets? Peut-être parce que tout le reste devient plus cher aussi. Parce qu'en fait, il y a une conscience en ce moment, ça se voit. Il faut lire les articles dans les journaux. Tout devient un peu plus cher parce que aussi on a des explications. En fait. Mais sachant que le café était avant même cette crise, hein, cette inflation, le café était déjà, on savait qu'il n'était pas assez cher par rapport à la qualité du produit, à toute la chaîne de valeur. Et donc là, effectivement, là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait que. Oui, mais au final, là, ce qui s'est passé, pas seulement depuis le conflit en Ukraine, pas seulement depuis le post-Covid, mais sur les 2 dernières années, ça a commencé en 2019 où il y a commencé à avoir une hausse du prix du marché de l'Arabica, du taux du marché. Et ça ne fait qu'augmenter. Et en fait, c'est un contre-effet à la baisse brutale qu'il y avait eu au début des années 2000, au moment où, sans rentrer dans le détail, mais il y a eu la fin des quotas dans les échanges commerciaux sur toutes les matières premières en général, et le café y compris. Et ça a généré une perte de valeur très importante sur cette matière première et ça a généré la ruine d'énormément de producteurs. Et il a fallu plus de 20 ans pour réussir à revenir à un niveau standard. Et donc le café commercial est presque aussi cher que le café dit de spécialité. C'est aussi ça la réalité du moment. Et donc en fait, nous, torréfacteurs de café de spécialité, on n'a pas d'autre choix que si on considère que le café qu'on achète, il a une valeur ajoutée en termes de qualité, en termes de traçabilité, en termes de durabilité, en termes de transparence, on ne peut pas dire qu'on l'achète au même prix que le café qui est échangé sur la bourse de New York. C'est juste pas possible. Très bien. Alors j'aimerais qu'on avance un petit peu, qu'on remonte jusqu'aux producteurs. Hein. C'est quand même eux les acteurs principaux c'est grâce à eux qu'on boit du café. Donc là maintenant on va parler du transport. On a été au torréfacteur. Maintenant, comme vous le savez, le café c'est un produit qui est cultivé dans une zone tropicale et à moins d'être proche de ces zones de production, il faut l'importer. Et ça passe souvent par des transports très longs, traverser l'Atlantique, Et du coup, je vous pose la question, comment faire pour réduire cet impact? Et je vais vous donner un exemple, c'est Belco qui a eu une initiative. Donc je lis mes petites notes. Donc ils sont associés avec Tout, basé au Havre. Et le but, c'est d'amener ce café par voilier. Et donc le but de Belco, qui est l'importateur de café de spécialité numéro 1 en France, c'est d'arriver à plus de 50%
de transport par voile en 2025. Et selon donc, Nicolas Bélanger, le boss de Belco, ça amènerait seulement 10 centimes de plus par paquet de 250 grammes. Ce qui est finalement, sur un café de spécialité, un paquet entre 8 et on va dire 20 €, ce qui est vraiment négligeable pour le consommateur. Est-ce que ce n'est pas une très très bonne chose et est-ce qu'on ne pourrait pas développer cette initiative? D'autant plus que, bon, ça fait déjà un moment qu'ils travaillent dessus, donc je ne sais pas de quand datent ces chiffres, mais je ne sais pas s'ils avaient anticipé l'explosion des tarifs de transport qu'il y a eu ces 6 derniers mois, voire un an, quoi. Donc ça va, je pense que oui, c'est donc vraiment on peut retrouver, vous voulez dire qu'on peut finalement, si on va retrouver 3 à 4 fois plus cher normalement, on peut peut-être oui, retrouver. certainement. Et puis c'est juste génial de se dire que voilà, on utilise le vent, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple et de plus de moins coûteux que d'utiliser le vent, sachant que bon bah je sais pas, on va peut-être mettre 2 semaines. Je pourrais pas dire combien de temps de plus ça va mettre à arriver. Enfin c'est négligeable, quoi. Aujourd'hui, une des problématiques, c'est déjà que le café arrive trop vite en fait et qu'il arrive chez nous trop frais. Il devrait reposer un peu plus. Donc si c'est quelque chose qui peut se faire pendant le transport à la voile. Ouais, d'un point de vue process, ça pose aucun souci, quoi. On peut utiliser les voiliers. Il faudrait voir comment c'est fait. Mais si on arrive à le faire dans les mêmes conditions aujourd'hui que les transports actuels par conteneur, moi je trouve que c'est une solution fantastique. D'accord. Donc apparemment, il y aurait même une labellisation pour transport en voile. Pourquoi? C'est peut-être une solution durable. Oui, Emmanuel? Et ça va de toute façon, ça va se multiplier, non seulement dans le café, mais dans d'autres produits, en fait. Donc il y a des solutions pour les gros cargos de conteneurs. En fait, les alternatives, elles sont recherchées aujourd'hui et elles vont apparaître dans les années à venir. En fait, c'est réellement un projet qui devient réellement concret. En fait, alors qu'avant, c'était peut-être des rêves qui semblaient un peu utopiques. Et pourtant, en fait, ça a été accéléré parce que maintenant, on se rend compte qu'il faut financer des projets comme ça et que les financements arrivent, alors qu'avant, on se disait que personne n'allait financer ça. Mais ça, donc on a de quoi être optimiste sur la partie transport, en tout cas, sur cette partie qui n'est pas négligeable d'un point de vue rejet de CO2. Oui, Alice? Je trouve que c'est un engagement qu'on doit prendre en tant que torréfacteur de toute façon. Néanmoins, sur le coup, c'est un petit gap à passer, quoi, je veux dire. Quand on voit le prix que ça ajoute au kilo de café, comparativement, puisqu'on partait de la qualité du café, eh ben, ça ajoute un prix par rapport à la qualité en tasse. Voilà. Néanmoins, c'est un engagement qu'on doit prendre, mais il faut quand même être conscient que cet engagement qu'on prend, c'est pour une cause particulière et c'est ça qu'on défend. Et par ailleurs, effectivement, ça va se multiplier, et d'autant que ce n'est pas seulement les transports, mais c'est tous les ports sont en train de réfléchir à comment devenir avoir un impact moins négatif en termes d'émissions carbone, parce que c'est toute l'activité portuaire qui est en question, ce n'est pas seulement les bateaux. Bien, oui. Je pense malheureusement que cette initiative de transport par voilier, c'est quand même une romance aussi. C'est un projet fou qui peut-être va donner des idées. Parce que pour être précis, c'est un commerce triangulaire. C'est-à-dire que ce voilier ne marche que qu'il amène des denrées d'Europe aux Antilles aux États-Unis et des États-Unis en Europe de nouveau. Et à chaque fois, il transporte une denrée qui est associée à la région. Donc c'est quand même assez complexe. Et en plus, le problème, c'est que c'est plus long, c'est que c'est aléatoire. S'il n'y a pas de vent, et le voilier, il met combien de temps pour revenir? Donc le café, il va rester combien de temps? Le café ou les autres denrées, combien de temps elles vont mettre? Est-ce qu'elles ne risquent pas de pourrir, ainsi de suite? C'est beaucoup plus risqué et beaucoup plus difficile que juste « Ah, ça, on fait en voilier, ça marche, c'est super ». C'est que le début. Dans l'autre côté, la Suède a banni les bateaux au mazout, au fioul, au mazout. Donc eux, ils ne veulent que des voiliers. Donc effectivement, si les pays disent « Nous, ce sera plus que comme ça qu'on veut transporter », à ce moment-là, tout le monde va s'y mettre. Et il n'y aura plus de concurrence, il n'y aura plus de discussion, puis on va tous le faire. Mais c'est quand même plus compliqué à mettre en œuvre. On le croit. Que voilà, c'est pas juste plus compliqué. il fait beau, on se met sur le ponton et on prend un soleil avec la voile, le vent, on voit les oiseaux qui passent et le café arrive à temps. Non mais c'est vrai, mais nous les petits, on doit quand même s'engager. Sinon, on le fait pas, qui va le faire? Enfin, je veux dire, c'est toujours de là que ça vient. Alors, tu vois, tu disais, voilà, les multinationales, elles reprennent le travail qui a été mâché, remâché, rabâché par les petits. Ok, il faut quand même le faire. Mais l'engagement, il vient aussi de l'importateur, là. C'est l'importateur qui gère le transport. J'ai envie de dire, à la limite, c'est même pas à vous, torréfacteur. Bah, faut l'accompagner. Oui, mais si vous passez par un importateur qui passe à 100% avec ça. Ouais, mais il faut quand même lui acheter son café pour que ce soit bien sûr, rentable. tout à fait. Et donc, c'est à nous de le faire. Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, on voit les torréfacteurs en fait, qui ont acheté ce fameux café parce qu'ils ont fait un premier. De Colombie, oui. Oui, c'est ça.
Et en fait, ils sont tellement fiers de le communiquer dessus. En fait, ils sont mon café, il est venu en voile. Et en fait, on le voit qu'ils sont fiers de supporter, de soutenir cette initiative. Quand même 50% des importations, c'est pas anodin. À l'horizon de 2025, c'est demain. Hein. Et moi, je reviens à la qualité parce que après, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne un slogan. Donc, c'est pour ça qu'il faut augmenter le volume, c'est qu'il faut pouvoir amener des super lots et que du coup la différence en tasse soit là en termes de qualité. Alors pas parce que c'est de la voile, mais juste parce que le café est bon. Et donc, s'il faut payer 10 centimes de plus ou 20 centimes de plus, moi je ne sais pas combien ça peut coûter en plus, eh ben, on n'hésite pas parce que de toute façon la qualité est là. Très bien. On arrive maintenant dans les pays producteurs, la culture du café. Et là maintenant, il faut expliquer un petit peu à notre assemblée. Le café, il est cultivé, hein, il vient d'un arbre. Et après, il y a un process qui se fait sur place, qui est une fermentation. Il existe plein de méthodes selon les pays, selon les climats. Et là, je vous pose la question plutôt à Alice et à Emmanuel. D'un point de vue process, est-ce qu'il y a des process de fermentation qui sont moins polluants pour la nature? Je pense à l'exemple du Costa Rica qui faisait quasiment plus de café lavé. Ils étaient réduits à 1 mètre cube par jour et pas station de lavage. Donc, ils ont fait le honey process. Donc, à l'heure actuelle, on voit plein de nouveaux process qui arrivent, l'anaérobie. Que pensez-vous de ces process d'un point de vue impact, au-delà du goût, hein, je parle vraiment d'impact sur la planète. Avez-vous des infos là-dessus? Alors, avant d'aller dans l'anaérobie, effectivement, je pense qu'il y a quand même pas mal de producteurs qui se posent la question de leur impact, quelle que soit la méthode utilisée. S'ils font du lavé, ils font attention aux ressources hydriques qu'ils ont autour d'eux. Tu parlais de FAF tout à l'heure, quand même un projet qu'ils mettent en place et qui est absolument génial, c'est les systèmes de filtration dans les fermes. Voilà. C'est pas un cas isolé chez FAF. Moi, j'ai vu ça en Indonésie avec une coopérative qui travaille, d'ailleurs avec laquelle Belco travaille également, Classic Beans, qui fait tout en permaculture et qui essaye d'éduquer les fermiers à la permaculture et qui essaye aussi de mettre en place pour tout ce qui est café lavé ou semi-lavé des systèmes de filtration parce que l'eau qui est utilisée pour les process, ensuite, elle est nocive pour les éléments organiques dans les sols. Qui augmente. Exactement. Et qui était rejeté dans les rivières. Et exactement. Du coup, il faut les filtrer. Rejeté directement. Elle était extrêmement acide après le process et c'était directement rejeté dans les rivières à l'époque. Donc ça, il y a déjà un questionnement des acteurs de la filière avant qu'il y ait eu même d'autres process qui soient apparus. Ensuite, le process honey, effectivement, c'est de plus en plus retenu, ou le process naturel. Moi, par exemple, j'ai un ami qui fait du Robusta de spécialité en Ouganda et qui avant faisait du lavé parce qu'il voulait se démarquer de son marché, il voulait trouver une place sur le marché du fine Robusta et du coup, il faisait du lavé. Puis quand j'étais lui rendre visite, je lui ai expliqué, j'ai traduit un truc de Anna Café pour faire les process honey, pour pouvoir lui expliquer, ok, c'est quoi le basique du process honey, puis après, c'était à lui de faire son expérimentation. Et en fait, à partir de là, au-delà même du résultat qu'il a eu en tasse, il s'est quand même posé la question de l'impact qu'il avait à utiliser autant d'eau à faire son café lavé. Et donc cette année, il m'a dit, en fait, je fais plus de café lavé, je fais que du honey et je refais du naturel. Voilà. Il faut expliquer quand même que pendant des décennies, c'était l'offre. La demande, qui voulait du café lavé. Et du coup, les producteurs faisaient du café lavé pour répondre à cette demande, en fait. Oui, mais pourquoi on faisait du café lavé? On faisait du café lavé parce qu'on avait peur de la surfermentation, parce qu'on n'était pas forcément capable de contrôler, parce que c'est plus propre, parce que c'est moins risqué de faire du café lavé. Et il y avait certains pays qui avaient quand même une certaine exigence au niveau de l'acceptation du produit lui-même. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait du café lavé, et ça représente encore quand même la majorité du café actuellement échangé dans le monde. Bon. Ceci étant dit, sur les fermentations anaérobiques lavées ou anaérobiques naturelles, il faut quand même dire que ça oblige à un certain investissement de la part des producteurs. Il y a certains producteurs qui se lancent là-dedans en voyant que, soi-disant, ça va ajouter une valeur ajoutée au produit, que ce soit en termes de valeur ou en termes de goût, et qu'on fait un peu n'importe quoi aussi autour de ça. À savoir que nous, on reçoit des échantillons qui, en termes de goût, n'ont plus rien à voir avec du café, et on se dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on a gâché autant d'énergie, d'argent et de matières premières à tout ça? Donc, est-ce que j'y suis favorable? Avec parcimonie et avec contrôle. C'est expérimental à la limite. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut tester, c'est des initiatives qui sont intéressantes, mais pas à grande échelle pour l'instant.
Ouais, et puis en fait, je pense qu'il y a des gens qui savent même pas, qui ont même pas goûté leur café lavé avant de se lancer dans l'anaérobique et qui savent même pas ce qu'ils font. Donc, il faut aussi faire attention à ça, parce que les tendances dans le café, ça a toujours existé. Et le côté, allez, je vais me mettre dans cette niche parce qu'on m'a dit qu'en fait, si je faisais ça, eh ben, ça allait me racheter, ça me rapporterait plus d'argent. C'est presque contre-productif parce qu'il y a personne qui va lui acheter sa production, in fine. Très bien. Stéphane? Oui, alors il faut s'imaginer comme les process lavés, on-aid et naturels, des process qui, dans ce sens-là, donc, vont... le laver, c'est le process qui va plus faire ressortir vraiment le goût du terroir. C'est difficile de dire terroir, mais en tout cas, la qualité intrinsèque du café. Quand vous commencez à traiter en on-aid, c'est-à-dire vous diminuez la quantité d'eau que vous utilisez, vous changez un peu le système de fermentation, ça va donner un impact au niveau du goût. Et encore plus dans le naturel. Et du coup, en effet, le lavé utilise beaucoup d'eau, donc ça peut être problématique dans les zones où il n'y en a pas assez. Si derrière, c'est pas retraité, ça pollue énormément les rivières. Mais c'est quand même, à mon avis, un process qu'il faut garder parce que c'est celui qui représente le mieux la qualité d'un terroir. Vous voulez dire que ces process qui sont un peu plus naturels rajoutent un peu un goût artificiel en fait. Mais complètement. Artificiel. C'est intrinsèquement présent quand on utilise ces process-là. Donc il faut le savoir. Il y a des gens qui détestent le naturel. Avant, le naturel, jusqu'au début des années 2000, c'était considéré comme un défaut. Et comme disait Alice, il y a des pays vraiment qui refusaient la production de nature, etc. Le Burundi, par exemple. Oui, c'était complètement... Et puis maintenant, il y a des zones où en fait ça se faisait naturellement, comme certaines zones d'Éthiopie, à Harar, parce que simplement ils n'ont pas d'eau. Donc comme ils n'ont pas d'eau, le process c'était naturel. C'est-à-dire qu'on prend la cerise, on la laisse sécher au soleil, et une fois qu'elle est prête, on la décortique et on la prépare. Là où le laver, en fait, on prend la cerise, on la décortique avec des machines qui ont besoin d'eau pour enlever, on va dire, le fruit. Et ensuite, on les met dans l'eau pour les fermenter à ce moment-là et pouvoir ensuite séparer cette espèce de la parche qui reste collée sinon au grain de café. Très bien. Intéressant. Donc on voit que c'est complexe, extrêmement complexe de répondre à cette question en 3 quarts d'heure, 1 heure. On a des éléments de réponse. On peut être optimiste sur certaines zones de ce process. Les gros acteurs comme les petits acteurs font des efforts, essayent de faire des choses. Ça ne se fera pas sans augmentation de tarifs. Je résume un petit peu ce qu'on a dit. Avez-vous des points à éclaircir ou à rajouter ou pas? En fait, c'est juste pour répondre à la question sans être trop négatif non plus. Mais en fait, est-ce qu'il y a un café bon pour la planète ? Il n'y a aucun café qui est bon pour la planète. On ne fait pas du bien à la planète parce que, et comme tu disais dès le départ, on va limiter, on peut limiter l'impact, mais on ne va jamais faire quelque chose de bénéfique pour la planète. Et ça, c'est pour toutes les activités humaines. On peut effectivement limiter. Il y a de plus en plus d'éducation qui est mise en place et au niveau de toutes les chaînes, du consommateur jusqu'au producteur. Et puis même l'humain, en fait, apprend lui-même de ses erreurs. Donc on essaye d'améliorer en espérant que effectivement, les intérêts économiques et financiers, que ce soit pour les grands groupes comme pour les indépendants, en fait, viennent pas faire du greenwashing, parce que c'est ce qu'il faut aussi malheureusement éviter. Donc c'est toujours, encore une fois, c'est rester critique, s'éduquer, et la transparence, elle est réellement essentielle pour répondre à cette question de toute façon, en fait. Donc c'est un sujet qui est complexe et qui ne se limite absolument pas du tout au café, et qui est une question de tous les jours sur tout ce qu'on consomme. Ouais, pour continuer là-dessus, moi ce que je dirais, ce que je dis souvent, c'est le café, comme tout autre produit agricole, c'est le fruit d'un travail entre mère nature et la main de l'homme, l'intervention de la main de l'homme. Et à ce titre, on est obligé d'avoir un grand respect pour notre écosystème et pour les personnes qui travaillent dans cet écosystème. Et en fait, c'est ça qui doit nous guider. C'est pas quelque chose, c'est pas une activité annexe marketing qu'on va mettre sur notre site web. C'est quelque chose qui doit dynamiser
et qui doit être vraiment au cœur de notre démarche au départ. C'est ça, c'est la bienveillance envers la nature, envers les hommes qui doit guider notre travail depuis la tasse jusqu'au semis ou de semis jusqu'à la tasse, à tous les niveaux. Oui, Joris. Je pense malgré tout que dans la partie qui est la moins travaillée, c'est le client en fait. Parce que là, sur une discussion sur la production à la tasse, bon, on a plein de choses à dire, mais je trouve qu'il n'y a pas assez des chiffres, d'études et même de rencontres avec les clients. Par exemple, quel prix seriez-vous prêt à mettre dans un sac de café? Finalement, est-ce qu'on sait vraiment? Les torréfacteurs, ils tâtonnent, ils essayent, les vendeurs, enfin torréfacteurs, coffee shop, vendeurs, ils tâtonnent comme ça. Mais est-ce qu'on sait vraiment? Une démarche comme C'est qui le patron pour le lait, où c'est l'association qui décide du prix, enfin les consommateurs qui décident. On décide combien vous mettriez dans un prix en rémunérant correctement le producteur. On pourrait faire ça sur un café. Les petits torréfacteurs, en fait, ne sont pas unifiés. On manque d'informations, parce qu'on en parlait, où trouver l'information sur un café durable ou pas durable. Et moi, je trouve que les coffee shops, les torréfacteurs gagneraient à rencontrer. Je pense même qu'on pourrait faire une espèce d'aggiornamento, en fait, de rencontres, des journées publiques, où les gens pourraient venir. Et moi, j'aimerais que j'essaie de faire lire, mais je ne peux pas tout seul. Mais j'aimerais que les gens disent, bah, moi, je serais prêt à mettre tant pour ce café-là. Si on dit, alors là, celui-là, il gagne de l'argent, mais il pourra produire que cette année. Celui-ci, il fait des recherches, il fait du café en aérobie avec d'autres fermentations, c'est un peu plus cher. Est-ce que vous seriez prêt à payer ça, financer? On ne sait pas trop ce que le client demande, ce qu'il est prêt à payer. Je pense sur le café, parce qu'on le dit, il faut quand même le dire, c'est terrible. Le prix d'un expresso à 2,50, c'est pas assez pour rémunérer les coffee shops aujourd'hui en France, vu le volume de café qui est vendu. On n'est pas à Londres, on n'est pas en Australie. Il y a plein de fausses informations. Tout le monde, pour la plupart des clients, la durabilité, c'est quand c'est loin, c'est pas durable. Et si on peut jeter, c'est recyclable. Donc tout le monde vante, par exemple, la cup. Vous savez, on achète les mugs recyclables. Il y a des études qui montrent que c'est absolument pas durable. L'énergie qui est faite à produire une cup recyclable, le fait qu'il faut la laver à chaque usage, c'est pas plus durable que prendre un gobelet en carton en France. Parce qu'en France, on ne consomme pas, comme les Américains, des cafés emportés toutes les 10 minutes pour aller au métro. La plupart des Français s'installent dans un café, donc ils boivent dans une tasse. C'est très rare, emporter, ce n'est pas tous les jours. Donc, il y a plein d'informations qui sont difficiles. Moi, j'ai trouvé un site, je dis parce que ça me fait marrer, qui donne qui calcule le CO2 à partir de sa consommation. C'est rare d'avoir des sites pour les particuliers, pas pour les professionnels. De même que c'est pour ça que les professionnels mentent aussi d'informations sur quel est le CO2 du producteur que vous achetez, du champ, quel est son CO2, c'est difficile. Donc j'ai trouvé, ça s'appelle le Coffee Footprint Calculator. Moi j'ai rentré ma consommation et apparemment du filtre sur un an, c'est un arbre. Je coûte un arbre à la planète avec mon café de spécialité que je vois, mon petit filtre que je vois, ou 3500 chargements de batterie, ou 94 km en voiture. Apparemment ça, donc on rentre sa quantité, ce qu'on boit, donc moi café filtre, temps par jour, tout le monde peut faire donc, évidemment, c'est un site que le chiffre doit être faux, le truc on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais du moins ça aide à prendre conscience. Et les deux conclusions de cette dame, c'était de dire allez voir un torréfacteur, poser des questions. Donc l'activité du consommateur est essentielle. Il va falloir se poser des questions maintenant. Il faut poser des questions à qui on achète le café. Donc pour vous, il faudrait associer plus le consommateur final. Le consommateur, poser des questions. Et l'autre, c'était arrêter donc elle disait, plus on met de lait, plus on met, ce qu'avait dit Stéphane tout au début, plus on met de lait, de sucre, plus c'est durable. Donc un expresso, un filtre, c'est plus durable. Et arrêter de consommer emporter, consommer chez vous en coffee shop. C'était les recommandations qu'elle donnait qui sont basiques. Je veux dire, c'est ces choses basiques. On n'entend pas assez parler, je pense, et je pense que tout le monde devrait se réunir, toute la filière, et rencontrer les clients, les consommateurs, les gens qui sont intéressés. Consommer dans les coffee shops quand même, mais dans des tasses. Les coffee shops, c'est les gens qui sont déjà intéressés. Oui, mais je veux dire, on n'est pas obligé de consommer dans des coffee shops à emporter, mais rester sur place, parce que c'est aussi ça le café. C'est un temps où on s'arrête, on se pose, et en fait, il faut aussi retrouver ce rapport au temps, de dire, ok, il y a des moments où j'ai une vie super speed, tac, 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 mais en fait, mon café que je prends là dans mon petit gobelet et je me brûle la langue, ça n'a ni queue ni tête en fait. Donc c'est aussi de se dire, et a fortiori, tu le disais tout au début dans ton introduction, le café c'est un temps d'échange. Et a fortiori quand tu pars dans du slow et du filtre. Très bien. Merci pour tout. C'était très intéressant, hein, on a pu échanger. Je ne sais pas si on peut faire quelques questions-réponses. Non ? Très bien. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés.